Avec moi, Louise Reed, qui a écrit L'anxiété, le cancer de l'âme aux éditions JCL. Alors, elle nous raconte depuis tantôt cette descente aux enfers qui vous a fait allumer sur plein de choses et ça, vous vous êtes repris en main si bien que vous avez étudié en psychologie et vous avez développé une théorie fort intéressante sur le cancer de l'âme. Alors, parlons au moment où ça a basculé votre infarctus, comment vous remettez, comment vous réussissez à vous remettre en train? OK, donc, à l'intérieur de la même année, à l'intérieur de 6 mois, OK, la dépression majeure avec tentative de suicide et sauvé in extremis, donc je suis passée très près, et l'infarctus physique du myocarde, je passe très près aussi de mourir. Mais là, c'est pas moi qui l'ai décidé, là. Et ça m'a comme fait, je sais pas, ça m'a comme bousculé. Tu sais, de dire, c'est pas moi qui ai décidé de mourir cette fois-là, là, ça m'est comme venu d'ailleurs, là. Et puis là, ça a été l'occasion de me demander, gars, fille, décide. Surtout qu'on vous avait donné 5 de chance de survie. Au moment de l'infarctus. Au moment de l'infarctus, puis vous passez au travers. Excuse-moi, un cadeau du bon Dieu. Là, exactement. Alors là, ça a été, gars, fille, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux vivre ou tu veux pas vivre? Décide. Tu as le choix. Regarde, tu veux peut-être aller faire un petit peu trop d'exercices rapides dehors, là, puis ton cas va être réglé. Est-ce que tu veux vivre ou tu veux pas vivre? Et qu'est-ce qui vous a fait choisir la vie, compte tenu du fait que vous étiez en dépression majeure? La dépression n'en pas de même. C'est ça, mais je veux dire, j'étais quand même un peu sortie. J'étais au neutre. Tu sais, je veux dire, j'étais pas... et qu'est-ce qui a fait que j'en suis sortie? À un moment donné, j'ai un de mes frères qui me demandait, il dit, puis là, je savais plus ce que j'allais faire, je n'étais même pas capable de lever une paille, tu sais. Puis il me dit, y a-tu quelque chose dans la vie que tu n'as jamais fait et que tu aurais aimé faire? J'ai dit, la psychologie. Ah. Ben, il dit, écoute, il dit, tu sais pas ce qui t'attend, tu sais pas combien d'années, parce que moi, je veux dire, je vivais au jour le jour, 24 heures à la fois, là, je savais jamais, dans le fond, de quoi demain était fait. Et il me dit, ben, va commencer par suivre un cours. Il dit, va suivre un cours, ça te tente, puis il dit, tu verras. C'est comme ça. À un moment donné, mais j'ai comme fait un choix de vivre à ce moment-là. Parce que vous aviez une raison. Là. Un motif. Mais est-ce que votre maladie vous a précipité vers ça, dans le sens où vous avez dit, bon, ben là, j'ai eu la maladie, je sais c'est quoi une dépression, l'anxiété, etc., puis je vais aller essayer de m'auto-guérir en étudiant la psychologie, non? Ça va? Non. Ou je vais être bonne parce que je connais le tabac? Non plus. Non plus? Non, vraiment... ça a été que j'ai tellement trouvé ça dur, une vingtaine d'années de souffrance, là, tu sais, je veux dire, avec bon, que ce soit la panique, la dépression, et j'ai voulu m'en sortir. Tu sais, je veux dire, j'ai fait 3 ans avec un psychologue, 3 ans et demi avec 4 ans et demi avec un psychiatre, des livres, des cours de croissance personnelle, tu sais, puis j'ai beaucoup été dans la psychologie, en tout cas, j'ai beaucoup fait appel à la psychologie là, habituelle. Ça fait plein de gens malades qui font ça, qui sont d'un livre à l'autre. Oui, oui. Fermez-vous, puis le vôtre, ça va peut-être un de leurs 207e. C'est ça, mais en tout cas, j'espère qu'au moins, je veux dire, ils vont trouver des vraies solutions. Puis c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, gars, si je vais en psychologie, j'irai pas là pour faire, pour travailler comme j'ai appris. Comme ce que moi, j'ai vécu parce que ça ne s'était pas montré efficace. Nick, où vous avez trouvé l'énergie? C'est revenu? Tranquillement, oui. C'est revenu tranquillement. Oui, et votre cœur est correct? Là, ou quoi? Ça fait 20 ans. Je vais fêter 20 ans le 24 décembre. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les médecins, de ça, sachant qu'ils ne vous donnaient pas grand-chose de survie? Là? Non, bien, je veux dire, il était fier de voir que comment est-ce que j'avais réagi. Puis il m'avait dit, regarde, continue. Puis à un moment donné, ton cœur a l'air à vouloir se trouver un réseau. Puis au début, là, je veux dire, je pouvais marcher. Là, je veux dire, c'était 2 pas, hein. 2 pas de marche, puis l'épuisement total. Il y avait la moitié de la pompe quand même qui était détruite. La moitié de la pompe. On appelle la nécrose, là, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était nécrosé, donc c'est détruit. Alors, puis là, tranquillement, pas vite, quelques pas de plus. Puis j'ai commencé, là, je me suis renforcée. Mon cœur s'est renforcé et tout ça. Et quelque chose de très drôle, je me souviens, plus tard, là, avant même de découvrir tout ce que j'ai découvert, c'est que quelqu'un, dans un des livres, je pense que c'est Claudia Rainville ou Lise Bourbeau, il disait que les problèmes de cœur, c'est quand la joie ne circule pas ou circule mal. OK, puis là, je me disais... Quand j'ai décidé de vivre, là, je me disais, Louise, tu vas forcer. Tu vas te faire un effort pour avoir de la joie tous les jours, de trouver des bonheurs. Pour que le cœur marche. Pour que le cœur marche, le cœur reprenne. Mais c'est quand même dans les prémices de votre théorie, parce que ce passage à vide très long d'une vingtaine d'années, où vous avez été dépressive et ça a culminé avec l'infarctus, ça vous a fait comme allumer. Vous êtes allé à l'école en psychologie. Puis pendant ce temps-là, vous avez comme allumé qu'il y avait une espèce de correspondance entre
notre façon de réagir physiquement, notre façon de réagir psychologiquement. On développait des cancers avec l'émotion, on ne sait pas trop comment, puis on pouvait développer des cancers de l'esprit, des cancers de l'âme. Oui, des cancers de la pensée. C'est ça qui est révolutionnaire dans votre affaire. L'approche, on peut développer des cancers psychologiques, mais on peut les soigner par la chirurgie, puis on peut faire des thérapies. Alors, expliquez-moi d'abord, c'est quoi pour vous un cancer? C'est ça. Ou peut-être, là, juste de faire une différence, c'est que j'avancerai jamais que les pensées psychologiques, ces pensées-là déficientes, vont occasionner des cancers physiques. Moi, je ne fais pas ce lien-là du tout. Il y en a plusieurs qui le font maintenant. Il y en a qui le font, puis je ne te dis pas que c'est pas vrai. Mais moi, je ne le fais pas. Okay. Non, c'est juste que la notion de cancer telle qu'on la connaît permet de vraiment expliquer les désordres psychologiques, là. OK, donc, pour moi, le cancer, c'est tout simplement des cellules, OK, des cellules anormales qui vont se développer. Une cellule anormale dans le corps, normalement, habituellement, bon, elle va tout simplement pas s'évaporer, mais s'éliminer. OK, et quand ces cellules-là demeurent et elles se développent, elles vont former des tumeurs. OK, si la cellule est anormale, c'est des tumeurs malignes. Si la cellule est normale, mais qu'elle s'agglomère, bon, c'est d'autres sortes de tumeurs bénignes. Puis, c'est ça. Puis ça, je veux dire, à ce moment-là, ces tumeurs-là, là, ils se répandent. S'ils sont malignes, ils ont tendance à se répandre, OK? Et ils vont aller, pas infecter le reste du corps, mais tu sais, je veux dire, toucher le reste du corps. Ils se répandent. Ils se répandent, puis à un moment donné, ça vient qu'à se généraliser. Le problème avec la pensée, OK, c'est des fausses croyances que l'on a. Et qui demeurent. C'est des croyances qu'on a quand on est enfant. On vient au monde avec certaines fausses croyances. OK? Et c'est-à-dire tous les enfants viennent au monde et ils ont 3 croyances, tous qui sont là automatiquement. Et ces croyances-là, c'est correct, je veux dire, c'est comme une petite cellule anormale. Là. Puis, mais à un moment donné, je veux dire, si elles perdurent, normalement, avec la logique, elles seraient censées disparaître. Mais si elles ne disparaissent pas, puis si elles perdurent à l'âge adulte, OK, ça devient, là, c'est comme, ça se multiplie, là. OK, cette croyance-là, cette fausse croyance de base-là va créer d'autres fausses croyances. Et ça peut devenir un cancer qui va nous étouffer, un cancer de l'esprit. Donc, dans votre cas, vous, là, ça a commencé, me dire, par des petites inquiétudes. Donc, ça, c'est des inquiétudes normales de tout le monde. On a tous des petites cellules plus ou moins négatives dans notre corps. Mais vous avez développé un abcès, puis après ça, un cancer, en ayant trop d'énergie consacrée à ce qui allait mal, dans le fond. Il y avait juste l'angoisse, etc. Puis l'angoisse, c'est devenu plus gros. C'est un peu comme ça que... Bien, c'est un petit peu comme ça. Puis c'est parce que dans les croyances, depuis tout à l'heure, je parle des croyances innées, là. Moi, une de mes croyances, c'était la croyance qui mène au perfectionnisme. OK? Je devrais être capable de tout faire et de tout réussir. C'est une croyance que tous les perfectionnistes ont. Puis qui est assez répandue. Très répandue. OK? Mais ça, normalement, avec la logique, on le sait qu'on n'est pas capable de tout faire et tout réussir, mais je veux dire, on ne l'accepte pas. OK? C'est plus fort que la logique. OK? Alors moi, c'est sûr que ce qui s'est passé, c'est que je voyais que je ne pouvais pas tout faire et tout réussir. Donc, à ce moment-là, la personne, moi y compris, on se considère comme nul. OK, il y a des personnes qui vont rester perfectionnistes, puis il y en a d'autres qui vont décrocher complètement. Moi, je faisais partie un peu de celles-là qui décrochaient, gars. Ça me donne quoi de viser haut? Ça me donne quoi de... Tu sais, dans le fond, donc, là, je suis nul. Vous dépréciez à ce moment-là. Je déprécie complètement. Parce que vous vouliez tellement être bonne, et c'est ça la prémisse, puis c'est un espèce de petit grain de beauté, puis à force ça devient une obsession, ça grossit, puis là, vous pensez juste, je suis pas bonne, je suis pourri. Puis comme ça occupe tout votre esprit, ça devient généralisé. Et là, vous faites une dépression. Puis plus que ça, parce que cette croyance-là, elle entraîne d'autres croyances. Comme? Puis là, moi, ce que j'appelle les métastases, dans les métastases d'esprit, là, psychologiques, ça peut amener d'autres croyances. Partons encore de cet exemple-là qui est à nouveau. Vous étiez très perfectionniste et vous n'étiez pas capable d'atteindre la perfection, donc vous vous êtes déprécié. Ça a commencé par des petites inquiétudes, c'est devenu de plus en plus gros. Anxiété de ne pas réussir votre coup, etc. Angoisse. Et bon, c'est quoi les autres pensées autour, les métastases? OK, à un moment donné, comme métastase psychologique, il est arrivé une croyance qui disait la vie égale souffrance. La vie égale souffrance. La vie égale souffrance. C'est une autre équation, OK, mais que je n'avais pas à naissance. Mais à un moment donné, gars, ça s'est développé. La vie, c'est tellement dur, ça égale souffrance. OK, mais ça venait tout de... Ça venait de cette croyance-là de base. OK, mais là, la vie égale souffrance. Alors là, je suis persuadée que la vie égale souffrance, c'est bizarre, mais je vais aller la chercher, la souffrance. Je vais me la payer à répétition.
Mais ça venait d'où, la vie égale souffrance? C'est ce que nos parents nous disent quand on est jeune? Beaucoup, il y avait dans le judéo-chrétien, évidemment. Là, je veux dire, moi, je me souviens beaucoup, je pense, avec l'éducation judéo-chrétienne, là, les martyrs, là, les saints martyrs, puis tu gagnes ton ciel, etc., etc. C'est que comme je n'étais pas capable de tout faire puis de tout réussir sur la tête, ben là, je veux dire, ça, au moins, je pouvais être une martyre, réussir mon... Sainte Louise. Je m'appelais même, parfois, je m'appelais comme ça juste pour rire de moi-même. Mais vous avez divisé ça, justement, parce que là, vous avez pratiqué, vous avez rencontré plein de monde, vous êtes spécialisé dans le traitement de l'anxiété et vous avez dégagé un certain nombre d'axes, là, où là, vous avez l'impression que les cancers se développent plus. Bon, et moi, ce qui m'a frappé, vous divisez ça en tumeurs. Dans notre âme, on développerait des tumeurs à long terme. Les tumeurs, il y en a liées à la solitude. Et c'est vrai que les gens seuls vont avoir tendance à déprimer, etc. Et c'est parce qu'on nous a enseigné à mal prendre la solitude. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi c'est quoi la tumeur de solitude qui peut donner lieu au cancer. Du cancer de la pensée, toujours. C'est que, par exemple, ça fait partie des 3 croyances de base, des 3 fausses croyances de base. OK? Puis cette fausse croyance-là, c'est la solitude égale le vide. La première croyance. Et l'enfant qui vient au monde, en effet, pour lui, la solitude égale le vide ou la mort. S'il est seul, il ne survivra pas. OK? Mais en vieillissant, à un moment donné, en psychologie, il y a une partie qui va s'appeler l'angoisse de séparation, par exemple. OK? Mais dans le fond, là, je veux dire, ça part tout de cette croyance-là. C'est que je ne suis pas capable seul. Si je suis seul, moi, si je reste seul, je meurs. Tu sais, je veux dire, ça me prend absolument quelqu'un pour s'occuper de moi, ça me prend absolument quelqu'un pour me servir de repère. Alors, à ce moment-là, ça risque de fort m'entraîner la dépendance affective. OK? Pour ne pas être seul, je suis prête à n'importe quoi. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes, on a tous été élevés, on a tous peur de la solitude quand on a 3 ans. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ne sont pas enfouies sous la peur de la solitude, puis d'autres, oui? Bien, c'est ça. C'est que, est-ce que cette croyance-là va disparaître avec l'apparition de la raison? Parce que la raison, elle nous démontre que, gars, on ne meurt pas d'être seul, là. OK? Mais... ça, c'est à travers l'éducation, à travers notre rythme de vie qu'on va apprendre ou non. Tu sais, je veux dire qu'on va prendre conscience que non, gars, je ne mourrai pas si je suis seule. OK, mais il y a beaucoup de gens qui conservent cette croyance-là. Elle ne vient jamais au niveau de la conscience suffisamment longtemps. OK, fait que là, elle reste là, elle redescend. Puis là, avec notre logique, on se parle, mais non, voyons, même si tu es seul, gars, je ne mourrai pas, là. Mais qu'est-ce qui fait que... Tu sais, moi, je comprends ça... pour l'anxiété. Tu sais, c'est le titre de votre livre, l'anxiété. Oui. Puis pour moi, l'anxiété, après l'inquiétude, là, c'est le premier niveau. Tu sais, l'anxiété, l'angoisse, puis après ça, les lignes majeures de la dépression. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui, je sais pas, c'est ça, ils ont cette faiblesse-là, ils ont peur de la solitude pour différentes raisons. Il y en a, c'était votre cas, ils ont peur de l'échec parce qu'ils sont perfectionnistes. Bon. Qu'est-ce qui fait que, pour certains, ça devient cancérigène de l'esprit? Comment ça fait que qu'ils deviennent obnubilés par ça? Ils pensent juste à ça. Puis là, au point où ils n'ont plus d'énergie quand ils se lèvent le matin, puis ils sont malades, puis ils font une dépression. Qu'est-ce qui fait que ça arrive chez certains, puis pas chez d'autres? C'est que la croyance demeure ou disparaît. Et comment ça disparaît, ça? Normalement, c'est avec la logique. OK, chez les gens, normalement, par exemple, le perfectionniste, l'enfant apprend que oui, il est capable de faire beaucoup de choses, mais gars, il ne réussira pas. Il ne peut pas tout faire dans la vie, il n'y a personne qui est capable. Sauf que, par exemple, quand on regarde aujourd'hui, OK, avec les enfants, bien souvent, on a voulu contrer l'effet du Dr Spock. Où est-ce que, il nous disait qu'on ne parlait pas assez aux enfants, tout ça. Fait que là, on leur dit aux enfants, t'es capable, regarde si t'es bon, puis on les encourage. Mais tu sais, je veux dire, l'enfant, lui, ce qu'il perçoit, c'est que, c'est vrai que... Faut que je sois bon en tabarouette. Faut que je sois bon. Ouais. Puis je suis supposé d'être bon. Mes parents me disent que je suis supposé d'être capable. Fait que la croyance, ça ne partira pas. OK. OK? Alors que si le parent dit, gars, t'es capable, c'est extraordinaire, mais c'est sûr qu'écoute, on comprend que tu ne peux pas tout faire, là. Est-ce que c'est pour ça que les jeunes sont plus angoissés aujourd'hui? Beaucoup. Parce qu'on leur a dit qu'ils étaient bien bons, beaucoup? C'est-à-dire qu'on leur a dit, on les a encouragés, on les a motivés, mais on leur a pas dit qu'il y avait des limites. Si on fait une pause, et là, quand on parle de cancer, on parle de thérapie, on parle de chimiothérapie, radiothérapie, puis vous parlez d'opération, de chirurgie psychologique après la pause.